Ça me fait toujours marrer. Si tu commences à mourir de rire, ça va pas le faire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Double Slash. Donc comme on l'a déjà fait sur l'épisode précédent, maintenant en fait on est passé à la vidéo. Donc vous pouvez nous retrouver sur évidemment Spotify, Apple et toutes les plateformes de podcast, mais vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube et sur Twitch. Donc du coup, n'hésitez pas à venir nous voir et on passe à la vidéo, c'est toujours un peu plus sympa. Aujourd'hui, on a Simon qui est avec nous. Salut Simon. Salut. Et on a Patrick, comme d'habitude, mon acolyte Patrick. Comment vas-tu, Patrick? Salut, ça va bien. Écoute, ouais, ça va. Bah là, fin d'année, tu sais, c'est un peu compliqué. Tu sais, on est en fin d'année, faut faire la compta, tout ça, déclaration et tout. Et moi, ça me prend la tête. Franchement, je suis développeur, je suis pas comptable, quoi. Et Ouais. je sais pas toi, comment tu fais, sérieux, mais c'est pas Mais possible. alors en fait moi c'est vachement plus simple parce que moi j'ai un service qui s'appelle Indy et en fait ce Ah ouais. service-là il me permet de faire ma compta en 3 clics. Tout est centralisé, c'est centralisé avec mon compte bancaire et en fait mon compte bancaire et mes écritures comptables sont synchronisées. En 3 clics, je viens faire ma catégorie, tout est ventilé comme il faut. Wow. En 3 clics, je fais ma déclaration de TVA et je fais toutes mes déclarations hyper facile. Et si j'ai une question où c'est un petit peu touchy, eh ben, j'ai un support client qui me répond. Mais c'est Donc, top, en fait. moi, j'ai Indy, quoi. Indie. Et les tarifs, c'est quoi? Mais c'est pas très cher en C'est plus. beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher qu'un comptable classique. Et pour nous, les devs, en fait, on a vraiment l'habitude d'utiliser des applications, donc c'est vraiment pas compliqué. Et en fait, on a même 2 mois d'offres pour toutes les personnes qui passent par notre lien. Et en fait, on a 2 mois offerts. Donc, faut Ah, aller donc c'est tester. ça le sponsor. Donc 2 mois offerts avec le code qui est dans les Et notes de c'est ça. l'émission, Exactement, ce exactement. qui vous Et permet de donc, tester. Mm. exactement. Et en fait, Double Slash et cet épisode est sponsorisé par Indie. Merci Indy. Salut Simon, on t'a présenté vite fait, mais en fait aujourd'hui tu vas nous parler de Redwood, qui est un framework qui est un petit peu global et un petit peu plus particulier. Avant de vraiment dérouler sur Redwood, est-ce que tu peux te présenter succinctement et t'expliquer en fait pourquoi tu es venu à Redwood? Parfait. Donc, mon nom, c'est Simon Gagnon. Je suis présentement à Montréal. En arrière de moi, c'est juste les sièges de Ubisoft Montréal. Excellent. En tant que tel, c'est ça. Donc, pour Redwood, en tant que tel, comment je suis venu à travailler sur le projet Redwood? Là, présentement, je suis dans le core team mainteneur. Donc, en français, je pense que c'est mainteneur. Ouais, Des la projets. core team, on comprend, t'inquiète. C'est correct, c'est correct. Donc, en tant que tel, ça a commencé. Je suis dans le core team depuis seulement octobre, donc début octobre. Et puis, en tant que tel, j'ai commencé à contribuer sur Redwood, un peu sur la communauté. Après ça, des contributions, des petits patchs, des petites corrections. Après ça, des petits features. Depuis un peu plus qu'un an, 1 an et quelques mois. Donc, Ok. en tant que tel, c'est comme ça que je suis venu à travailler un peu plus de temps sur Redwood. En tant que tel aussi, c'est mon projet qui s'appelle Raccoon, qui est développé sur Redwood. Donc, en tant que tel, au début, j'ai juste vu Tom Preston Warner qui était à une conférence de Jamstack qui présentait Redwood. Et puis, c'était exactement ce que j'avais besoin, un framework full stack qui me permet de autant faire le back-end que le front-end, puis qui permet de développer rapidement, facilement un MVP. Donc, c'est un peu Ok. comme ça. Dac. Ok, en fait, tu nous as déjà bien présenté Redwood en fait dans les Ouais. grandes lignes. Et en fait, si on devait résumer Redwood, on pourrait dire c'est quoi en fait? C'est un framework, un méta framework, c'est un framework de framework, ça serait quoi? En tant que tel, on se dit qu'on est un framework. Par rapport au Meta Framework,
C'est sûr qu'après ça, bon, est-ce que React est une librairie ou un framework? C'est la question. C'est pas moi qui va dire. Il y a des personnes de la core team de React qui disent on est un peu les deux, en fait, parce que bon, si on pense à certains trucs comme les hooks, ça commence à être un peu comme un framework, mais en même temps, on est une librairie de base, donc ça dépend vraiment comment on l'utilise, si on peut l'utiliser vraiment comme librairie. Mais on peut dire qu'on est peut-être un meta-framework, mais j'irais quand même simplifier ça. On est un framework qui ne recrée pas de tout from scratch. On prend des parties comme Prisma, qui est comme pour tout casser la gestion de base de données. On utilise Express comme pour les serveurs. On a changé à Fastify sans rien briser à personne. Donc, il y a beaucoup de librairies, beaucoup de peut-être frameworks, si on peut l'appeler comme ça, qui rentrent en jeu, mais que nous, on vient coller tout ça pour créer un framework vraiment simple à utiliser, autant que Storybook, tous ces genres de trucs-là, tout ensemble, tout configuré déjà. D'ailleurs, c'est vendu, sur le site, il y a The JS App Framework for Startups. Donc, c'est vendu comme ça, en fait. Et d'ailleurs, c'est comme ça que tu l'as connu, toi, avec ta startup Raccoon. tu développes avec... Au début, c'était pas présenté comme le framework pour les startups, c'était vraiment présenté comme le full stack dans la Jamstack. Alors, c'était vraiment ça Inception. Et puis moi, j'étais déjà beaucoup dans la Jamstack, beaucoup dans le serverless, et puis eux, ils étaient vraiment comme, OK, on a vraiment un site comme la Jamstack avec un serveur GraphQL, serverless déjà déployé, tout sur Netlify au tout début, parce que Tom, en tant que tel, un des fondateurs du framework, bon, il est dans le board de Netlify, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de contacts, et puis il a voulu vraiment de dire, OK, comment qu'on peut faire? Je pense qu'il a fait un tweet quelques années avant, en disant, dans 5 ans, on va faire un site complet, full stack, déployé sur Netlify, avec juste un git push, super simple. Donc, c'était un peu sa vision de base qui amène le plus loin possible. Ouais. Et moi, donc j'ai un petit peu testé Redwood et j'étais vraiment halluciné. En fait, j'ai testé ça le week-end dernier. J'ai dit, bon, je vais quand même faire un petit peu de test quand même avant de faire le podcast, quoi, tu vois, savoir de quoi on parle. Parce que, bon, je savais vaguement de quoi ça parlait et j'ai plutôt halluciné, en fait, clairement. Et moi, je vois ça comme un peu le Ruby on Rails, tu vois. Alex a fait du Ruby on Rails, donc connaît bien. Il n'assume plus trop aujourd'hui, mais... Si. Non, j'assume totalement. Après, je me suis fait lyncher par tous mes potes parce que je suis passé du côté JS et donc je suis passé du côté evil de la force, quoi. Tu vois, c'est mal. Mais après, ouais, le gros avantage de Ruby on Rails, c'est quoi? Tu faisais tu lançais ton application et tu avais tout qui venait popper automatiquement et on gagnait un temps de maboule. Et tout était simple, les conventions, tu respectais les conventions, bam, ça marchait directement, tu passais pas des heures et des heures de config. Et en fait, c'est un peu ça qui ressort dans Redwood, c'est un peu le Ruby on Rails, mais 2021 avec mais surtout en JS, quoi. En JS. Ou même en TypeScript, on peut dire. Parce que ouais, 100% TypeScript aussi, en plus. Ah, il est 100% TypeScript, ok. Exact. Par contre, c'est obligatoire de faire du TypeScript quand tu utilises Redwood, ou tu peux faire du JS et ça convertit? Exact. Donc, quand on commence le projet, si on ne l'indique pas de base, je pense qu'il est encore en JavaScript. Donc, il faut soit l'indiquer. Mais en tant que tel, tout au niveau du framework, c'est en TypeScript. Alors, quand on donne du JavaScript, on fait juste convertir notre TypeScript en JavaScript. Donc, les deux, c'est vraiment possible. Puis, en tant que tel, il n'y a aucun souci de dire non, moi, j'aime pas TypeScript. À part si on veut travailler sur le framework, par contre, parce qu'on a décidé d'aller TypeScript à fond au niveau du framework. Mais au niveau du projet, au niveau d'un projet Redwood, en tant que tel, ça peut être autant fait en JavaScript qu'en TypeScript sans problème. Tout le corps, il est en TypeScript. Ouais, je pense. Peut-être qu'il y a des petits morceaux encore pas réglés, mais pas mal. De toute façon, on voit la plupart des gros frameworks, Nuxt et compagnie, ils sont tous passés sur TypeScript à 100%. Et, bon. J'ai commencé à faire du TypeScript en travaillant sur le projet de Redwood, puis en tant que tel, maintenant, je peux plus m'y passer. Ouais, t'as vu, ça fait un peu bizarre de repasser sur JS après, classique. Tu cherches je peux pas mettre de type, mince. Ouais, ou juste comme quand tu cherches, par exemple, quand tu importes quelque chose, puis
Là, tu dis, Ouais. qu'est-ce qu'il prend, lui? Je me rappelle plus. Là, tu vas voir la doc, mais tu sais, comme, puis maintenant, c'est juste automatique. Là, il te dit qu'est-ce que ça Ouais, prend, qu'est-ce qu'il peut avoir. Donc, il y a ouais, plein de c'est petits clair. trucs pratiques, mais un coup qu'on est hook à ça, là, c'est dur de s'en départir. Ouais, grave. Mais pour la similitude avec Ruby on Rails, c'est sûr qu'on a beaucoup euh, d'inspiration, on peut dire, de Ruby on Rails. En tant que tel, la plupart des gens qui sont dans on peut dire, le leadership de Redwood sont des anciens de Ruby on Rails, des purs Bah et ouais. durs. Tom était le cofondateur de GitHub, donc tout était codé en Ruby on Rails. Puis plusieurs personnes aussi, il y en a un, je ne sais pas qui, mais la seule chose qui plaint, c'est que de Redwood, c'est que c'est pas en Ruby. C'est ça Ouais. nous mais on essaie quand même pas de copier Ruby on Rails d'un framework JavaScript. C'est quand même pas notre but immédiat, mais on va prendre les meilleures parties, ce qui nous plaît de Ruby on Rails, puis on va les transférer au framework, on peut dire. Et du coup, aujourd'hui, en fait, tu considères que utiliser Redwood, c'est plutôt pour quel type de projet? Alors, même si le marketing dit pour des startups, donc c'est quoi? C'est un truc où on fait des POC hyper rapidement et après, on tège et on refait sur une autre stack ou justement, c'est pour plutôt penser at scale? En fait, quelle est la bonne typologie de projet qui pourrait vraiment fit avec Redwood? C'est sûr qu'en tant que tel, on s'est posé beaucoup de questions dans l'équipe. OK, c'est pour qui Redwood? Puis là, on compare avec, par exemple, d'autres frameworks, Next.js, par exemple, ou Blitz, qui est, en fait, je dirais, le Mm. plus homologue qu'on a, donc qui est comme un full stack avec React et tout. C'est sûr que si on se compare avec les autres grands frameworks dans tout ça, ou surtout dans l'écosystème de React, euh, c'est plus facile de commencer un petit projet de week-end avec Next.js ou même avec Blitz parce qu'il y a beaucoup plus d'abstraction ou c'est vraiment complet pour faire quelque chose comme qui est rapide. Par contre, Redwood, on a vraiment pensé pour le faire at scale. Donc, des trucs comme GraphQL, séparer le côté API, le côté front-end séparé, c'est pour permettre éventuellement de pouvoir avoir plusieurs, qu'on appelle ça, des plusieurs côtés. Donc, par exemple, si on veut avoir une application native, il y en a un dans la core team qui a une application macOS faite avec je ne me rappelle plus, JavaScript, mais il utilise les API de Redwood Mm. avec GraphQL, Ok. par exemple, pour fetch les données et tout. Ouais. C'est vraiment pensé pour se dire, OK, on peut créer le prochain GitHub, le prochain Shopify, Spotify, peu importe, une prochaine grande application web possible, Ça donc passe, quoi. sans limitation exacte. C'est pas genre, OK, on arrive, puis on est comme, bon, c'est soit que je recode tout, soit que je fais quelque chose de vraiment quiche pour arriver à scale. C'est pas ça qu'on veut. Donc, c'est un peu plus complexe, par exemple, à commencer parce que c'est une application full stack, parce il y a GraphQL, on a nos schémas à déclarer et tout, mais on a essayé de faire vraiment tout enlever ce qui n'est pas nécessaire à configurer et juste vraiment laisser le nécessaire, qui est souvent un peu plus que Next.js, un peu plus que Blitz, mais ça permet vraiment à long terme de dire, OK, ça vaut la peine de le faire, le Bah, petit travail de plus. après tu Ok. dis c'est compliqué à configurer, mais enfin, pour l'avoir essayé, c'est tout à base de commandes en fait. RW, G, Generate, j'imagine, c'est. Et après Ouais, tu fais tes trucs là, tu fais des posts, des pages, ou ce que tu veux, ça te génère En les fait, schémas, tout. tu vas déclarer tes modèles via ton Ouais, c'est interface de ça. commande, quoi, depuis ton terminal. Et lui, ça va te générer automatiquement tes schemas. Hmm. C'est quoi? C'est une approche contrôleur MVC classique ou Il fait les c'est... CRUD. Et ça va te générer ton API aussi? ouais, en tant que tel, si on veut commencer ça par la base, on a Prisma qui est vraiment ce qui gère la base de données. Donc, on va vraiment faire notre modèle de base de données via le schema de Prisma. Donc, on va dire, Ouais. on a notre table user. Dans user, on a notre nom, on a notre adresse, on a ces trucs-là, on crée les relations.
Ensuite de ça, on a des générateurs qui vont générer les SDL de GraphQL automatique, mais c'est sûr que c'est pas complet à 100%, mais ça te permet d'avoir un CRUD, au moins, un create, read, update, delete facilement. Donc, déjà, on a quelque chose avec notre modèle qui est lié directement avec GraphQL. Puis après ça, on a nos services qui, en fait, vraiment notre logistique, notre business logic, qui dit, OK, qu'est-ce qu'on fait, comment on reçoit ces données-là. Puis absolument, on fait juste écrire avec le client de Prisma. On cherche soit find one ou find many ou ce genre de commandes-là pour dire je veux ce user avec cet ID-là, puis en tant que tel, la commande GraphQL, la résolution de GraphQL va donner ça. Après ça, on peut même créer un peu plus de logistique, un peu plus poussée et dire envoie un courriel en même temps, fait ce genre de choses-là. Donc, toute notre logistique back-end se fait dans ce qu'on appelle des services. Donc, non, c'est pas tant compliqué pour un full stack, mais il y a un petit peu de logique à ajouter de plus, mais c'est quand même assez généré. Ouais, ça génère aussi l'interface aussi de CRUD en fait pour sauver, delete, update, tout ça en fait, automatiquement en fait. Exact, on a les SCAD4. C'est pas tout le monde qui les utilise, mais c'est vraiment pratique pour avoir quelque chose comme tester rapidement, OK, qu'est-ce que ça donne. Surtout quand on fait, par exemple, le tutoriel, on voit comme, OK, on n'a pas travaillé pour tout faire ça, c'est déjà tout connecté, on a déjà un code qui fonctionne bien. Après ça, l'interface, j'imagine qu'on veut quelque chose d'un peu plus unique, qui répond à nos besoins après. Ouais, pardon, vas-y. Vas-y. Et juste, tu parlais d'interface. Moi, je peux mettre n'importe quelle interface ou Redwood est livré avec React, par exemple. Ou si moi, je veux mettre Angular derrière, c'est possible. Ou en fait, c'est pensé pour React. En tant que tel, c'est sûr que Redwood, en tant que tel, quand on voit l'arborescence, de côté, on a l'API comme que j'expliquais avec Prisma, GraphQL, et puis en tant que tel, c'est un serveur Node.js qui peut être déployé en serverless. On a plein de plateformes de déploiement déjà toutes configurées possibles. Okay. Mais le côté web, il vient avec React. Mais en tant que tel, ça n'empêche pas de faire autre chose. C'est juste qu'on sort du chemin battu et puis après ça, on se débrouille. Puis en tant que tel, dans le côté web, on a développé notre propre routing donc pour accéder les pages et tout. Ouais. Donc ça, c'est vraiment unique à Redwood. On a ce qu'on appelle les cells, qui est un peu, en tant que tel, tout le query ou la mutation, plus la query GraphQL, mais sans tout écrire les trucs, comment dire, qui se répètent tout le temps. Ouais, donc, ça gère le chargement, tout ça, ouais, c'est ça. Exact, ça gère le chargement à CCMT. On a comme trois states que dépendant c'est quoi notre réponse GraphQL. Donc, tout ça vient dans un genre de component qu'on peut après ça insérer dans notre page. Donc, ce component-là a toute la logistique de query de GraphQL. Il faut juste écrire notre query GraphQL, puis après ça gère pour nous. Ouais, parce qu'en fait, ce qu'il faut bien préciser, en fait, c'est que la structure des fichiers, comme tu l'as expliqué au début, c'est que tu as vraiment deux dossiers distincts, en fait, entre le back et le front. API, c'est pour tout ce qui est back, donc c'est dans un dossier API, et après, tout ce qui est front, c'est vraiment web. Donc, comme tu l'as dit, il y a des gens qui utilisent que le back, en fait, par exemple, pour l'application native Mac, en fait. Donc, rien ne t'empêche devant de mettre du Vue ou ce que tu veux, quoi. En fait. Exact, c'est juste qu'après ça, c'est... C'est juste que tu vas écrire beaucoup plus. Tu vas écrire beaucoup plus de code, par contre. Exact. Donc, c'est sûr que si on commence un petit projet, je vous conseille de commencer directement avec le web, le React qui donne, parce qu'il y a tellement d'intégration conçue et pensée. C'est super facile. Puis, toutes les command lines aussi sont pensées aussi entre le web puis le framework en tant que tel. Éventuellement, on veut ajouter... pas sur la première version, mais éventuellement, on va ajouter plus de sites, par exemple React Native peut-être, ou quelque chose comme ça pour avoir vraiment des déploiements un peu plus sur d'autres plateformes. Après ça, si il y a des gens qui ont le goût de faire du Vue avec Redwood, puis ils décident de faire leur propre template, on peut dire, puis de tout mixer ça ensemble, c'est possible. Tout est possible. Ouais. Alors, on va quand même préciser aussi, enfin si tu peux le faire, ça intègre d'office en fait des technos en fait qui sont éprouvés, on va dire en quelque sorte, hein, de type Prisma comme tu as dit,
Mais après, il y a quoi? Il y a Jest pour les tests. Exact. Donc, à toutes les fois qu'on génère une page, il nous génère automatiquement notre fichier de test, notre fichier Ouais. de Storybook aussi. Puis Ah ouais. pour GraphQL, il nous fait un fichier de mock qui va faire en fait. C'est énorme, Ça, ça. C'est énorme. exact. Le mec, le truc te fait des tests, le storybook, enfin la stories, et les mocks pour le graph. C'est juste. Voilà quoi. Exact. Surtout pour Storybook, parce que c'est vraiment dur par exemple, pas avoir les données puis faire en sorte que ça fonctionne avec Storybook. Ouais. On a pris des décisions comme ça de dire, OK, il y a déjà un mock qui se crée, donc ton Storybook fonctionne déjà pratiquement tout seul avec des Wow. fausses données déjà générées Ça, c'est génial. automatiquement. Ouais, puissant, quoi. Puissant. Donc ça, Prisma, Jest, Storybook. Après, c'est quoi? Il y a toujours Webpack ou c'est passé sur un autre compilateur? C'est toujours Webpack. Ok. C'est tout. Par contre, ce côté-là, il n'y a rien à toucher quand on Ouais, gère c'est un préfet. projet. Exact, c'est tout dans le framework. Après ça, est-ce que ça va changer éventuellement pour autre chose? Il y a des tests qui sont en cours, mais en tant que tel, ça ne sera pas tout de suite. Ok. Mais bon, ça, c'est un peu la magie du framework, c'est qu'on peut changer, par exemple, ce genre de trucs-là comme Webpack et tout, faire un upgrade, puis boum, pour la personne en tant que telle qui a un projet Redwood, il ne voit pas du Ouais. tout, il y a l'optimisation qui s'est faite du jour au lendemain, puis tout est pensé pour que ça continue à fonctionner le plus possible. Et puis, vous êtes passé sur Fastify. Alex est un grand fan de Fastify. Et ouais, c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Mais pour le coup, on avait fait un épisode sur Fastify. Et c'est à cette époque-là où je me suis vraiment plongé dedans. Et pour l'instant, là, je bosse sur tous les projets que j'ai bossé avec du Node sur le bac. Je suis passé par Fastify. Et ouais, ça amène plein de choses super sympas. Cette approche de hook, c'est hyper facile. C'est l'approche plugin aussi où tu peux prendre des plugins pour les porter d'un projet à l'autre et tu fais vraiment ta boîte et tout. Enfin, c'est vraiment top, quoi. Par contre, je ne vais pas vous décevoir. Il y a Fastify, mais vous allez sûrement rien toucher de Fastify parce qu'en tant que tel, tout est finalement hook Il n'y a rien qui a changé vraiment entre Express puis Fastify quand on a fait le changement au niveau du projet pour Ouais, les c'est juste le Fastify sur moteur. projet. Ouais, C'est le moteur en pour les arrière, users. exact. Ouais, Exact. C'est le moteur qui, nous, on l'utilise pour émuler un peu comme des fonctions lambda, parce qu'à la fin, c'est des fonctions serverless qu'on essaie de comme, modeler pour que ça fonctionne sur des serverless. Mais si on utilise un server full, là, en tant que tel, il y a un genre de wrap qui se fait qui permet de faire fonctionner ça sur du server full sans problème. Puissant. Okay. Ouais, pas Puissant. mal. Donc, tu es rentré dans la core team, c'est ça, hein, depuis donc octobre, t'as dit? Depuis octobre. Voilà. Et donc, vous êtes beaucoup dans la core team? Comme je pense qu'on est 16 à date. Ah, Mais ouais. on a une partie, on va dire, leadership qui travaille, je pense, temps plein, ou pratiquement temps plein, qui, je pense, sont des gens de la fondation, en fait, de Tom. Puis, en tant que tel, on a des maintainers, une bonne partie, on a peut-être 6, 8, je ne me rappelle plus exactement le nom. Puis, il y a aussi le côté de toute communauté. Donc, on a beaucoup de gens qui vont faire en sorte que on puisse aller sur Discord, puis en tant que tel, on répond à beaucoup de questions, Twitter, on essaie d'être présent, faire des événements aussi, on va essayer d'en faire une fois par mois, éventuellement, mais on fait à toutes les fois qu'il y a des nouveaux contributeurs, on les invite à un genre de meeting de contributeurs, puis en tant que tel, on peut se présenter, puis se connaître. Puis c'est un peu comme ça que j'ai rentré aussi, c'est que dès que tu as le goût de rentrer puis de contribuer dans le framework, ben il y a toujours du monde pour essayer de te connaître plus, puis d'aller un peu plus loin, puis voir qu'est-ce que tu as envie de faire, puis d'aller plus loin. Ouais, cool. Et aujourd'hui, Redwood, il est full open source ou Exact. pas du tout? Tout Ouais, est c'est open full source. open source. Ok. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a vocation, parce qu'en fait, on sait que les projets open source, c'est bien, mais à un moment donné, aussi pour la viabilité du projet, en fait, il faut qu'il y ait de l'argent qui arrive de quelque part. Du coup, est-ce qu'ils ont pour projet d'intégrer un business plan là-dedans, ou pour l'instant, en fait, c'est de la thune qui vient de la fondation et donc
pour l'instant, c'est pas du tout dans l'air du temps de trouver un business model sur cette techno-là, quoi. C'est sûr que il y a du pourparler de dire, OK, un jour, on aimerait ça que ça soit soutenable, comme que ça soit, qu'il n'y a pas tout le temps besoin d'argent de l'externe, puis qui peut, en tant que tel, s'auto-financer le framework. Il n'y a pas aucun projet de business model en arrière de tout ça encore. Ça pourrait avoir un jour, ça pourrait être juste en termes de forme de tuto premium peut-être. Ça pourrait, on veut vraiment comme de dire qu'on n'est pas vendor lock-in avec Redwood. Ça, c'est vraiment important. Ouais. On n'essaie pas de dire, OK, éventuellement, on va faire une plateforme de déploiement qui va être super lock, puis en tant que tel, ça va pas pouvoir sortir de là, ou faire, par exemple, obliger un peu de payer si on veut quelque chose un peu plus, comme certains projets open source. Je pense pas que le but est du tout d'aller là, mais c'est sûr qu'éventuellement, peut-être de trouver quelque chose qui pourrait faire vivre Redwood le plus longtemps possible. Ouais. Et si tu peux rappeler, qui est derrière Redwood? À la base, il y a, j'espère que je ne dis pas mal son nom, c'est Tom Preston Warner, qui est l'ancien CEO de GitHub et un des cofondateurs de GitHub. Donc, c'est vraiment lui. Et puis, il y avait un autre qui s'appelle Peter, qui travaillait ensemble sur une autre startup. Et puis, ça a commencé un peu de là, de dire comme, OK, ils commencent à coder des trucs. Puis, je pense qu'ils ont remarqué, c'est vraiment chiant tout ça. Ça devrait être fait tout seul. Puis, genre, ils devraient avoir ça. Puis, il y a eu un peu d'idées qui s'est faites. Puis, aussi, il a commencé un petit projet. Il a invité d'autres personne dans sa connaissance pour travailler full-time dans le projet éventuellement. Puis là, maintenant, bon, Peter, qui est un des co-créateurs, il a sa propre startup qui pour faire l'échantillonnage, on peut dire, de base de données. De dire, par exemple, en dev, on veut, par exemple, dire, hey, il faut tester quelque chose, mais il faut vraiment avoir un peu des données comme sur nos clients qui utilisent l'application. Puis juste comme échantillonner les bons, puis enlever par exemple, les trucs qu'on ne veut pas avoir dans notre machine de développement pour que tous les développeurs aient, par exemple, les mots de passe hachés, ce genre de trucs-là. Donc, ça donne un échantillonnage automatiquement avec Prisma et tout. J'ai pas encore essayé. Ça a l'air super intéressant, mais il y a vraiment... Il n'y a rien de rattaché à Redwood par rapport à ça. Ça fonctionne avec Redwood, mais ça peut fonctionner avec n'importe quelle base de données PostgreSQL. Donc, c'est pas... Donc en fait, on peut dire que les personnes qui sont initiatrices de ce projet, en fait, n'ont pas un intérêt financier hyper fort sur le projet. Ils ont lancé le projet parce que ils aiment le concept et l'idée de faire un framework un peu global où on a tout assez vite et configuré pour nous. Par contre, ils sont pas dans une culture de trouver un business model rapide pour pouvoir survivre, quoi. C'est ça. C'est exact. Ça ressemble à ça. Tom, il fait du angel investment un peu partout. Donc, lui, c'est toujours intéressant quand il voit une startup utiliser Redwood ou une startup qui permet d'amener Redwood plus loin sans directement être tête, de dire, OK, je vois un peu qu'est-ce qui se passe. Donc, mais il n'est pas... il va investir sur 2 compagnies compétiteurs, là, donc il n'est pas all-in sur une compagnie ou sur une autre. Là. Ouais. Carrément. Et aujourd'hui, alors il faut être aussi honnête. Il faut dire que en fait, on a déjà fait un épisode avec toi, Simon, cet été. Et en fait, on a eu des gros problèmes techniques, tout. Et en fait, il se trouve que le projet a vachement évolué en 6 mois et limite, maintenant que tu fais partie de la core team, c'est vachement plus intéressant. Et en fait, ma question, c'est aujourd'hui, quel est le niveau de maturité de Redwood? Parce que en fait, il y a beaucoup de frameworks qui sortent, qui pop. C'est toujours un peu l'effervescence sur toutes ces nouvelles technos.
Par contre, voilà, si moi je dois poser mon business en fait sur un framework, il faut que ce framework il soit déjà en place, qu'il soit solide, qu'il y ait une communauté. Et du coup, le niveau de maturité en fait du framework est hyper important. D'où ma question en fait. Aujourd'hui, Redwood, est-ce que c'est production ready? Est-ce que c'est encore en bêta? C'est quoi? Euh, Comment dire? Je pensais à utiliser Redwood pour ma startup à la version 0.20, je pense. Et puis là, on est rendu à la version 40, si je me trompe pas, qui est en fait slash la V1 RC4. Donc, depuis toutes les versions mineures, on va dire non stables, Redwood a toujours travaillé super fort. La transition entre chaque version super fluide. Puis, il y a eu des gros changements, mais honnêtement, rien qui est catastrophique. Il n'y a pas eu non plus, depuis la version que j'ai commencé, tout était possible de déployer. Donc, c'est sûr que si je suis une grande entreprise avec des clients qui veulent vraiment quelque chose de super safe, de super approuvé, à la version 0.20, j'aurais peut-être pas commencé, mais pour une startup, je veux dire, c'est déjà mieux qu'essayer de faire son propre back-end avec Next.js puis essayer de tout coller ça soi-même. Donc, Ouais. il y avait déjà beaucoup de travail très, on va dire, stable, De mais fait, quoi. exact de fait. Mais encore, Prisma n'était pas la version stable dans ce temps-là. Là, ils sont rendus. Donc, toutes nos dependencies sont devenues des versions stables. Donc, pour ça, aujourd'hui, je peux dire que là, on est en la version Release Candidate. Puis, c'est vraiment juste des fixes de bugs. Là. On essaie de ne pas faire de breaking change, aucun. Il n'y a rien. Comme en ce moment, là, je peux dire, production ready, il y en a beaucoup de compagnies qui sont en production avec Redwood depuis déjà plusieurs mois. Donc, je peux dire que pour une startup, c'est déjà beaucoup, très, très stable. Puis, on a même commencé à faire des code mods. Donc, quand on fait des upgrades qui a des breaking change, on essaie de fixer ces breaking change automatiquement. Donc, on utilise vraiment un projet de Facebook slash Meta qui ont travaillé Ouais. dessus. J'ai oublié le nom, mais c'est on va vraiment chercher avec les AST. euh, D'accord. le code qui doit être changé. Donc, peu importe c'est quoi comment il est structuré, on va le trouver dans ton code, et puis après ça, on va le changer. Ça fonctionne quand même assez bien, puis on est capable de le faire assez pour la plupart Donc des modifications. il y a des outils de migration qui sont souvent disponibles. Quand Exact. tu... C'est génial. Un peu comme Ouais, Angular d'ailleurs. Angular fait souvent ça aussi entre les versions. ouais, exact. Donc, ok. C'est, En fait, ça Ok. ressemble beaucoup. Ça ressemble quand même beaucoup à Angular, parce qu'Angular fait un peu la même chose. Quand tu génères des components, il te génère le test, il te génère. Bon, il n'y a pas de storybook, mais il te génère des trucs comme ça automatiquement avec une ligne de commande, tout ça. Donc, Il n'y a pas beaucoup d'inspiration directe de Angular. ouais, Tu sais, ouais. il y a personne je pense pas qu'il y a personne dans le core team qui sont des ex-Angular, si je me trompe pas. Hmm. Par contre, on a un peu la même mission de faire en sorte d'avoir quelque chose de vraiment complet pour build une business, une entreprise entière sur ce framework-là. Donc, on passe vraiment à tout, puis c'est pas un framework. Ça peut être utilisé pour les hackathons, mais c'est pas nécessairement le framework le plus rapide, mais c'est vraiment le plus stable, on fait des unit tests, on fait ce genre de trucs-là, on travaille en équipe Ouais. avec des storybooks, des développeurs, on a une team avec plusieurs personnes qui peut travailler sur plusieurs sites différents. Donc, c'est vraiment pensé pour ça. Donc allez-y, c'est robuste. La V1 arrive. La V1 arrive quand? Fin d'année, tu penses ou Techniquement, les gens veulent prendre un peu de vacances pour les fêtes, alors ça va sortir dans le premier quart d'année 2022. Ok. Ouais, début d'année, donc c'est là. Mais bon, c'est quasiment là, quoi. Release Candidate 4. On y est Ouais, presque, hein. exact. Et Puis, cool. allez-y. Et pour le coup, si des personnes qui nous écoutent nous disent OK, vas-y, j'aurais bien envie de tester, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des sortes de tutoriels, un peu, des sortes de onboarding ou getting started ou des trucs comme ça qu'on peut trouver sur le site internet ou il y a une communauté Discord ou des choses comme ça? Exact. Donc, la première chose, c'est sûr que on a un tutoriel
qui permet de faire. En ce moment, c'est une application de blog, mais disons que Redwood, c'est pas nécessairement le meilleur framework pour créer un blog, là. C'est pas... c'est juste pour montrer vraiment les bases de quelque chose que tout le monde comprend. Une application, un blog qui est quand même assez simple, puis qu'on va les poster, on a des permissions, on essaie de vraiment montrer toutes les features de Redwood avec ce tutoriel. Il va être updaté de plus en plus. Surtout pour la version 1.0, Rob, qui est la personne qui travaille fort sur ce tutoriel-là, avait fait aussi des vidéos, mais qui sont... Avec toutes les changements qu'il y a eu, c'est dur de suivre tout le temps, faire des nouvelles vidéos du tutoriel. Tout le temps refaire. Donc, il n'a pas refait les vidéos tutoriels depuis un bon moment, donc c'est pas encore à jour, mais là, vraiment, il travaille fort là-dessus pour refaire les vidéos du tutoriel. Le tutoriel à lui-même, il est déjà tout le temps à jour. On fait tout le temps des petites mises à jour à chaque fois qu'on change de quoi. Mais c'est vraiment la meilleure façon de explorer le framework puis de voir vraiment un peu de tout ce qui peut être fait rapidement. Ensuite de ça, ben oui, Discord, Discours aussi, notre forum qu'on essaie de travailler encore plus sur ça. Okay. On essaie d'être un peu partout pour la communauté, mais d'avoir quelque chose. Là, on commence à avoir beaucoup de monde, donc trouver une façon de toujours mettre les gens engage ensemble avec autant de monde, il y a toujours du défi, donc on essaie tout le temps de s'ajuster avec tout ça. Mais oui. Ouais, moi je confirme. Enfin, j'ai fait le tuto justement pour tester Redwood, tout simplement. Et il est peut-être pas à jour, mais bon, la plupart, enfin, il y a rien, tout a marché dans tous les steps, et il te permet vraiment de découvrir chaque brique de Redwood et de comprendre un peu comment ça fonctionne. C'est plutôt pas mal. Donc moi je conseillerais vraiment de commencer par le tuto. J'ai juste eu un blocage. Alors bon, je sais pas si ça va évoluer pour la prochaine version. C'est avec la version de Node en fait. J'avais une version 16, ça marchait pas, machin. C'est supposé fonctionner la version 16. Ah ouais? Bah, il voulait rien savoir, donc je sais pas quelle version j'avais, mais il m'a juste saoulé à ce niveau-là, mais après tout a marché nickel, et j'ai réussi à faire mes petits posts, machin, tout ça, enfin voilà. Et tu peux même aller jusqu'à déploiement, je crois. D'ailleurs, ouais, exact. On n'a pas trop parlé de ça, le déploiement Redwood, c'est de base, c'est fait pour être, t'as parlé de Netlify, mais ça peut être déployé partout, c'est optimisé pour quoi? Présentement, c'est vraiment optimisé pour Vercel, Netlify, Render aussi, .com, qui est du serverful, mais qui est vraiment bien fait pour avoir autant la base de données que le web dans des CDN, puis un serveur Node.js qui gère notre serveur GraphQL. Donc, on a plusieurs encore déploiements en cours. On veut aller avec AWS directement, avec Serverless. Il y a plein d'autres. Azure, il y a du travail. On n'a pas encore abouti à quelque chose parce qu'on a des roadblocks sur certaines compatibilités. Il y a du monde qui ont fait ça sur Docker, je pense même Kubernetes aussi. Et sur les Cloudflare Workers, c'est prévu? C'est du travail, oui, on travaille sur ça. Le gros problème, c'est qu'on a des dependencies qui ne fonctionnent pas sur un moteur V8 sans Node.js et tout, donc comme les workers. Donc, on arrive à enlever ces dependencies ou à attendre que ces dependencies, s'ils vont fixer ces choses-là pour rendre ça compatible. Donc, éventuellement, Cloudflare, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on essaye vraiment de rendre compatible éventuellement. Mais ça m'étonnerait que ça soit prêt pour la version 1.0. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Ok, super. Ok. Top. Écoute, ça a l'air super. On peut peut-être parler rapidement. Je ne sais pas si tu as envie de parler rapidement de Raccoon, ta startup. On peut rapidement, mais en tant que tel, ça fait depuis que je suis sur Redwood que je travaille sur ça, on peut dire sur le même code base depuis plus qu'1 an. Raccoon, c'est une application pour l'économie circulaire. Donc, on essaye en tant que tel d'offrir tous les outils possibles pour pouvoir prendre en charge un item qu'un commerçant veut racheter usagé, le diagnostiquer, donner une offre, payer la personne sur un 4x4 du magasin, sur un PayPal ou plein de trucs, puis après ça, de le remettre à neuf et le remettre sur le marché. Donc, on essaie vraiment de faire une application qui permet de gérer
tous ces flows-là avec comme un genre de formulaire embed sur le site du commerçant, ce genre de truc-là. Donc, c'est une application, c'est une web app complet qui gère un problème surtout intéressant avec le problème de production et de supply chain qu'on a présentement. Donc, on travaille fort sur ça pour avoir quelque chose de délivrable très bientôt. Là, on a vraiment une version, on le teste avec on a un commerce qu'on teste directement, donc on fait des itérations dessus. J'attends qu'il va être prêt pour être vendu, pour être au public, pour être... Okay. Et tu arrives à bosser, sur ta boîte, ou tu passes quand même plus de temps sur Redwood en mode core dev, quoi? C'est ça. On est, sur Redwood, on est tous on va dire des part-time core dev. Donc, pour ma part, quand je travaille sur l'application, en tant que tel, ça me permet de voir vraiment qu'est-ce qui manque, c'est quoi les problèmes, c'est quoi les bugs. Donc, dès que je vois comme, il faut vraiment ça, puis ils l'ont pas, ben là, je commence à ouvrir un PR, puis là, je travaille sur ce côté. Et ouais, tu es utilisateur de Redwood, donc tu vois de suite s'il manque des choses ou pas. Et est-ce que tu penses que Redwood vous a fait gagner du temps en développement ou C'est sûr, parce que, bon, premièrement, il y a tout ce côté un peu comme Rails permet, Ruby on Rails, de comme enlever toutes les décisions possibles, puis essayer de vraiment donner un golden path qui comme fais ça comme ça, puis tout va aller bien. Structure tes fichiers comme ça, comme vraiment comme enlever le plus de décisions possibles. C'est quelque chose qui est vraiment dur quand on commence un nouveau projet, de dire OK, quelle technologie j'utilise? Comment je vais faire ça? OK, là, je vais faire des unit tests. Donc, le fait de dire comme, OK, j'ai pas à penser à ça, tout est déjà comme glue ensemble, j'ai juste à écrire ma business logic, faire mon interface, faire ce genre de choses-là, sans me soucier du reste, c'est sûr que ça rend les choses beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapides à développer. OK, super. Convention over configuration, mais c'est tellement bien. Mais par contre, on laisse la possibilité de faire de la configuration custom. C'est ça qui est aussi bien, c'est que on suit le chemin si on veut, mais si un jour on se dit ben finalement, j'ai vraiment, vraiment besoin d'avoir, je sais pas, un REST API pour mes clients, ben pas de problème, on va mettre un REST API par-dessus, puis ça va fonctionner. Puis si on a besoin de dire, j'ai besoin d'un autre, il y en a qui ont utilisé Next.js comme front-end parce qu'il y avait des besoins que Next.js offrait, puis que pas Redwood, donc ils ont juste enlevé le côté web de Redwood, ils ont mis Next.js, puis ça fonctionne. Donc, ça marche. Ouais. Exact. Donc, vraiment, c'est convention over config, mais il n'y a pas de... Mais tu as quand même de la liberté pour sortir du cadre. C'est custom. Ouais. Exact. Ça, c'est cool. Ça, c'est très React philosophie. Ça. Exact. Et, là, j'ai une dernière question. Je pense à ça. Comme on a déjà des commandes en fait Redwood pour générer des choses, est-ce qu'on peut étendre en fait ces commandes Redwood pour faire des choses perso, customiser les trucs? Ouais, on a ce qu'on appelle les scripts, qu'on peut comme créer un script puis avoir une commande, puis exécuter ce script-là. C'est pratique, par exemple, si on veut faire des trucs de base de données, par exemple. Moi, j'ai commencé à le faire pour avoir certains scripts qui permettent de générer comme un use case dans la base de données, genre automatiquement, sans comme faire la pipeline au complet, ce genre de trucs-là. Après ça dépend il y a beaucoup de possibilités avec le command line, honnêtement, il y en a tellement, on doit faire le audit de tout ça. J'ai fait aussi une intégration avec Fig, qui est comme un genre de VS Code autocomplete. On connaît bien. Ouais. on est fan. Ouais. Donc, d'ailleurs, Alex a fait les commandes pour Prisma. J'ai vu, c'est vrai. Puis en plus, moi, j'ai connecté ces commandes à Redwood automatiquement. Donc, quand on écrit Yarn, Redwood, Prisma, c'est les commandes d'Alex qui continuent. Donc, c'est trop cool. Ouais, trop cool. C'était possible. C'est beau l'open source. Mais oui. Écoute, nickel. Est-ce que tu veux rajouter un truc sur Redwood? Je pense qu'on a bien fait le tour sur tout le potentiel, sur comment ça marche, pour quel scope de projet, c'est quoi les technos derrière, la philosophie qu'il y a derrière.
Moi, je trouve ça super intéressant Ouais. et je pense, enfin, comme on dit toujours, tu vois, c'est bien d'en discuter. Après, le mieux, Allez faire le tuto. c'est de faire un tuto, Faire le tuto. c'est de tester, quoi. C'est de tester, quoi. C'est de tester. Exact. Puis après ça, il y a plein de choses aussi qu'on on doit continuer à documenter. Par exemple, mon application a plusieurs langues parce qu'à Montréal, on est francophone, mais il y a aussi beaucoup d'anglophones. Ouais, ouais. Donc, on a des setups de commandes, par exemple, pour déjà tout préparer le truc pour l'internalisation, puis la traduction de tout. Il y a plein de petites commandes comme ça un peu partout qui on a encore à travailler à dire comme oui, ok, il n'y a pas de problème, on gère ça aussi, on gère tellement de choses que c'est dur de tout expliquer dans un podcast, mais il faut l'essayer. Cool. Ok. Super. Eh ben, écoute, trop bien. Eh ben, écoute, un grand merci Simon pour le temps que tu nous as Ouais, accordé. merci. Merci à Et vous. c'est vraiment super sympa. On remercie tout le monde qui est resté jusqu'à la fin de l'épisode. N'hésitez pas à partager, parler de l'émission à vos proches, à vos collègues, Et à n'oubliez pas n'importe qui. Indie, le sponsor. Et voilà, pour la comptabilité, on peut pas dire que c'est super sexy, mais avec Indie, ça passe quand même vachement mieux. Donc voilà. Ça marche. Ciao, ciao. Bye Ciao, bye. Merci ciao. Simon, ciao.